le couteau s'enfonça dans ma poitrine comme un amant perfide, froid et traître, et je sentis mon sang se répandre sur le parquet ciré de mon appartement haussmannien, tiède et poisseux, tandis que les yeux de Pierrot, ces yeux que j'avais aimés brillaient d'un triomphe glacial. « Tu aurais dû te taire, Amélie, murmura-t-il, sa voix un poison sucré, avant que l'obscurité ne m'engloutisse, emportant avec elle les mensonges d'une vie volée. Et puis, le miracle ou la malédiction, je rouvris les yeux non pas dans les limbes, mais dans le miroir embué de la salle de bain de mon ancien bureau, 5 ans en arrière, le cœur battant à tout rompre, mon reflet de 30 ans me fixant avec une horreur que je connaissais trop bien. Paris, cette ville de lumière factice et de ruelles sombres, m'avait toujours semblé un écrin parfait pour mes ambitions. J'étais Amélie Dupont, avocate associée dans un cabinet d'élite du 8e arrondissement, spécialisée dans les fusions-acquisitions qui faisaient trembler les empires financiers. À 30 ans, j'avais gravi les échelons avec une voracité que mes collègues enviaient secrètement, des nuits blanches à décortiquer des contrats, des négociations acharnées où je ne cédais jamais un iota, et un réseau tissé de dîners au Fouquet's et de cocktails au Plaza Athénée. Mais sous cette façade de femme d'acier, il y avait Pierre, mon amant, mon confident, le golden boy de la finance qui m'avait promis un avenir radieux. Ou du moins, c'est ce que je croyais alors. Ce matin-là, en 2020, je sortis de la douche en titubant, les jambes flageolantes, l'eau goûtant encore sur ma peau. Le miroir me renvoyait l'image d'une Amélie plus jeune, moins marquée par les rides d'inquiétude qui creuseraient plus tard mes tempes. Mais mes yeux, ces yeux verts hérités de ma mère normande portaient déjà le poids du futur. Je me souvins de tout, la trahison de Pierre, qui avait falsifié des documents pour me faire porter le chapeau d'une fraude massive au sein de notre cabinet commun avec Jacques Lefebvre, mon mentor et associé. Jacques, ce serpent aux manières polissées, qui avait feint l'affection paternelle pendant des années. Ils m'avaient piégé ensemble, effaçant mes traces numériques, diffusant des rumeurs de corruption qui m'avaient coûté ma licence, mon honneur, et finalement, ma vie. Pierre m'avait tué de ses propres mains, dans un accès de paranoïa, pour s'assurer que je ne révélerais jamais leur pacte diabolique, un détournement de fonds de 30 millions d'euros, masqué derrière une clause obscure dans les statuts du cabinet, une clause du fondateur que mon propre père, mort 10 ans plus tôt, avait rédigée. Mon père, Henri Dupont, avait fondé le cabinet en 1985, un géant du droit des affaires bâti sur des principes intangibles, intégrité, discrétion, loyauté. Mais il y avait ce secret, cette clause cachée au fond des archives, que j'avais découverte trop tard dans ma vie précédente. Elle stipulait que tout associé impliqué dans une malversation serait non seulement radié, mais que l'ensemble de ses biens serait confisqué au profit d'un fonds caritatif anonyme, un piège tendu par mon père pour les traîtres. Pierre et Jacques l'avaient ignorée, pensant qu'elle était obsolète. Moi, j'en avais payé le prix fort. Je m'habillai à la hâte, enfilant un tailleur pantalon gris perle qui me donnait l'air invincible, et descendis les escaliers de marbre de l'immeuble de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Dehors, la Seine scintillait sous un soleil automnal, les touristes flânaient près des vitrines de Chanel, ignorant les drames qui se nouaient dans les ombres des haussmanniens. Mon téléphone vibra, un message de Pierre. Rendez-vous ce soir au relais de l'Entrecôte ? J'ai une surprise. Mon estomac se noie. Dans ma vie précédente, c'était là qu'il m'avait séduite pour la première fois, avec un Bordeaux millésimé et des promesses chuchotées. Aujourd'hui, je répondis, parfait. À 20h. Mais intérieurement, je jurais, cette fois, ce serait moi qui l'étranglerais avec ses propres mensonges. Au cabinet, l'air embaumait le café fraîchement moulu et le cuir des fauteuils Chesterfield. Jacques m'accueillit d'un sourire paternel, ses lunettes à monture d'écaille glissant sur son nez aquilin. Amélie, ma chère, vous avez l'air changé. Plus déterminé, si c'est possible. Il avait 60 ans, des cheveux poivre et sel impeccablement coiffés, et une voix qui suintait l'autorité bienveillante. Comment avais-je pu être si aveugle ? Il était le cerveau de tout, l'homme qui avait manipulé mon père pour entrer au capital, qui avait attendu sa mort pour tisser sa toile. Juste une bonne nuit de sommeil, Jacques, répondis-je, forçant un rire. Et vous ? Toujours à chasser les gros poissons ? Il rit, un gloussement rauque qui me fit frissonner. Toujours. D'ailleurs, j'ai une affaire juteuse pour vous, une fusion entre notre client, la banque Lazare, et une start-up tech de la Silicon Valley. Pierre est impliqué côté finance. Vous trois formez une équipe d'enfer. Pierre. Bien sûr. C'était le début de la fin, dans ma timeline précédente. La fusion qui avait servi de façade à leur escroquerie, où des fonds européens avaient été détournés vers des comptes offshore aux Caïmans. J'acquiesçai, le cœur serré, et m'enfermai dans mon bureau vitré,
surplombant les Champs-Élysées. Les heures s'écoulèrent en un tourbillon de mails et de calls, mais mon esprit vagabondait vers le futur que je refusais d'accepter. Je fouillais discrètement les archives numériques, masquant mes traces avec un VPN que j'avais appris à utiliser dans ma vie d'exilé. Rien encore, la clause dormait dans un coffre physique, au sous-sol du cabinet. Il me fallait un plan. Pas une vengeance brute, non, quelque chose de subtil, de français dans son élégance cruelle. Diviser pour mieux régner. Semer le doute, puis la panique. Et enfin, l'explosion. Le soir venu, au relais de l'Entrecôte, Pierre était là, impeccable dans son costume slim Tom Ford, ses cheveux blonds gominés, un sourire carnassier aux lèvres. Il se leva pour m'embrasser, ses lèvres effleurant les miennes avec une familiarité qui me donna la nausée. « Amélie, tu es radieuse. » Je m'assis, croisant les jambes avec une grâce calculée, et commandai un filet mignon saignant un clin d'œil à mon propre sang versé. « Et toi, Pierre, tu as l'air d'un homme qui cache un secret. » Il haussa un sourcil, amusé. Toujours aussi intuitive. En fait, oui, Jacques et moi envisageons une expansion. Et toi, tu es au centre de tout. Je ris doucement, sirotant mon Bordeaux. Au centre? Ou sur l'échiquier? Ses yeux s'assombrirent une fraction de seconde imperceptible pour quiconque, mais pas pour moi, qui connaissais chaque tic de son visage. La soirée se déroula en un ballet de sous-entendus, il me parla de rêves communs, d'une maison à Deauville, d'enfants peut-être. Je jouais le jeu, touchant sa main, riant à ses blagues, mais intérieurement, je gravais chaque mot comme une preuve. À minuit, quand il me raccompagna, il tenta un baiser plus pressant. Je le repoussai doucement. Pas encore, Pierre. Laisse-moi savourer l'anticipation. Il partit, frustré, et je rentrai chez moi, le cœur cognant d'une rage contenue. Les jours suivants furent un exercice de maîtrise. Au cabinet, je m'insinuais dans les dossiers de la fusion, notant les anomalies, des virements fantômes vers une société écran, Eurotech Holdings, que je savais être le cheval de Troie de Jacques. Je contactais discrètement un hacker freelance via un forum dark web à un risque, mais nécessaire. Trouve-moi tout sur Pierre Laurent et Jacques Lefebvre. Lien financier, offshore. La réponse arriva vite, des indices, pas de preuves solides encore. Mais assez pour commencer à miner leur confiance. Un soir, seul dans mon appartement du Marais, je relus les lettres de mon père, jaunies par le temps. Ma chère Amélie, protège l'héritage. La clause est ton bouclier. Il avait toujours su, ce vieil Henri, que les loups rôdaient. Je pleurai alors, pour la première fois depuis mon retour, des larmes acides qu'il avait la peur. Demain, je frapperai le premier coup, une réunion avec Jacques, où je proposerai une audit interne pour sécuriser la fusion. Il accepterait, flatté par mon zèle. Et ce serait le début de leur chute. Mais au fond de moi, une voix murmurait, et si cette seconde chance était un piège? Et si le destin, ce farceur français, me réservait une ironie plus cruelle encore? Je chassai l'idée. Non. Cette fois, c'était moi la lame. Et elle trancherait net. Les semaines suivantes furent un jeu d'échecs mortel, où chaque pièce avancée pouvait signifier la victoire ou l'échec fatal. J'avais toujours excellé à cela, anticiper les mouvements de l'adversaire, feindre la faiblesse pour mieux attaquer. Mais savoir le futur changeait tout, c'était comme jouer avec les réponses déjà écrites, un privilège terrifiant qui me rongeait de l'intérieur. Paris, avec ses boulevards embouteillés et ses cafés bondés, devenait mon terrain de chasse. Chaque matin, en descendant du métro Concorde, je me surprenais à scruter les visages, qui étaient complices? Qui pourrait être allié? L'audit que j'avais proposé à Jacques fut approuvé sans heurts. Excellente idée, Amélie, avait-il dit, tapotant mon épaule d'un geste paternel qui me fit réprimer un haut-le-cœur. Vous avez l'instinct d'Henri. Ironie du sort, il invoquait mon père pour masquer ses propres rapines. La réunion se tint dans la salle du conseil, une pièce aux lambris sombres et aux portraits austères d'avocats défunts, où l'air semblait chargé de secrets centenaires. Pierre était là, bien sûr, flanqué de 2 juniors nerveux. Je présentai mon plan, un examen approfondi des flux financiers, avec un focus sur les entités tierces. Pour éviter tout risque de conformité, expliquai-je, mes yeux rivés aux siens. Pierre blêmit imperceptiblement, Jacques, lui, hocha la tête avec indulgence. Parfait. Prenez l'équipe que vous voulez. Je choisis avec soin une analyste discrète, Marie, que je savais loyale, dans ma vie précédente, elle avait témoigné anonymement contre eux après ma mort,
et un stagiaire naïf pour brouiller les pistes. Les nuits devinrent des marathons, je décryptais des tableurs Excel jusqu'à l'aube, traquant les anomalies. Et là, les premières fissures apparurent. Un virement de 2 millions vers Eurotech, daté d'une semaine avant la signature de la fusion. C'est un acompte légitime, me souffla Pierre lors d'une pause café, son souffle chaud contre mon oreille. Je souris, effleurant son bras. Bien sûr. Mais vérifions, pour être sûr. Il s'éloigna, tendu, et je notai mentalement, il craque déjà. Parallèlement, je tissais ma toile personnelle. Je revis Pierre en secret, acceptant ses invitations à des dîners intimes au Taïwan ou des promenades le long de la Seine. C'était une danse perverse, je le laissais me conquérir à nouveau, riant de ses anecdotes sur ses voyages à Genève, où il blanchissait l'argent, je le savais, feignant l'émerveillement devant ses cadeaux, une montre Cartier, un foulard Hermès. Mais chaque soir, seul, je vomissais la bile de la haine. Pourquoi, me demandais-je dans le silence de mon lit. La réponse était simple, l'ambition. Pierre, fils d'un employé de banque modeste, haïssait les héritiers comme moi. Jacques, ruiné par un divorce coûteux, voyait en moi l'obstacle à son empire. Ensemble, ils m'avaient effacé pour régner. Un soir pluvieux, alors que la tourmente s'acharnait sur les toits de zinc parisiens, Pierre me confia son haut secret. Nous étions chez lui, un loft minimaliste près de Bastille, avec vue sur Notre-Dame en reconstruction. Il servit du champagne, ses mains tremblant légèrement. Amélie, j'ai fait une erreur. Avec la fusion. Un petit arrangement pour accélérer les choses. Mon cœur s'emballa. C'était le moment, dans ma timeline précédente, c'était là qu'il m'avait impliqué, me forçant à signer un avenant frauduleux. Quel genre d'erreur, demandai-je, la voix douce comme du miel empoisonné. Il hésita, puis avoua, un prêt intermédiaire. Rien de grave, mais Jacques insiste pour le couvrir. Je feignis l'inquiétude, posant ma main sur la sienne. Dis-moi tout, Pierre. On affrontera ça ensemble. Il craqua. Les mots jaillirent, les comptes offshore, les pots de vin à des régulateurs européens, le rôle de Jacques comme marionnettiste. Mais il omettait l'essentiel, mon meurtre. Je l'écoutais, enregistrant tout sur mon téléphone caché dans mon sac. À la fin, je l'embrassai, un baiser fiévreux qui le désarma. Merci de me faire confiance, murmurai-je. Il s'endormit apaisé, je partis aux aurores, le cœur triomphant. La preuve était là, sur un fichier audio de 10 minutes. Mais la vengeance n'est pas linéaire, elle serpente, pleine de pièges. Le lendemain, lors d'une pause déjeuner au café de Flore, Marie me glissa un dossier, Amélie, regardez ça. Des mailles effacées entre Jacques et un certain PL. Pierre, évidemment. Mais il y avait plus, une référence cryptée à la clause HD. Mon père. Mon sang se glaça. Il savait pour la clause du fondateur? Non, impossible dans ma vie précédente, il l'avait découverte après ma mort, en fouillant mes affaires. Ou peut-être. Un doute me rongeait. Était-ce possible qu'ils aient anticipé? Je décidai de frapper plus fort. Une fuite anonyme, j'envoyai l'audio à un journaliste du Monde, un certain Laurent Duval, que je connaissais de mes années d'université. Vérifiez ça. Sources anonymes. Il mordit à l'hameçon, et bientôt, des rumeurs circulèrent dans les couloirs du cabinet. Jacques me convoqua. Amélie, des bruits courts. Vous en savez quelque chose? Ses yeux, derrière les verres, étaient de l'âme. Non, Jacques. Mais si c'est vrai, nous devons enquêter. Il sourit, mais c'était un rictus. Bien sûr. Prenez garde, ma chère. Paris dévore ses enfants. Pierre, lui, paniqua. Il m'appela à minuit, voix éraillée, Amélie, c'est toi? Cette fuite? Je feignis l'innocence, moi? Pierre, tu me prends pour qui? Il raccrocha, furieux. Je savais qu'il confronterait Jacques, et que leur alliance fissurerait. C'était le plan, les dresser l'un contre l'autre, comme des rats dans une arène. Pourtant, les nuits apportaient des cauchemars. Je revivais ma mort, le couteau, le sang, le rire étouffé de Pierre. Et pire, des visions de mon père, spectrales, me reprochant, tu deviens comme eux, Amélie. Était-ce vrai? Mes méthodes, le chantage implicite, les mensonges me transformaient-elles en monstre? Une décision controversée se profilait, détruire Marie si elle devenait un risque, ou l'impliquer plus.
Non, pas ça. Pas encore. La fusion approchait, deadline fatidique dans 3 mois. J'accélérai, une perquisition simulée via un contact à la DGCCRF, qui bloqua temporairement les fonds. Jacques hurla au scandale, Pierre accusa Jacques de négligence. Parfait. Mais alors, un mail anonyme arriva, arrêtez, ou la clause vous détruira aussi. Mon sang se figea. Qui? Un allié de Jacques? Où? Mon imagination? Je descendis au sous-sol du cabinet, coffre-fort en acier froid. Le code, date de naissance de mon père, 150 385. La clause jaillit, un paragraphe alambiqué, stipulant non seulement la confiscation, mais une enquête automatique par un tiers indépendant si fraude détectée. Mon père avait été un visionnaire cruel. Mais il y avait une ligne manuscrite, pour Amélie, en cas de péril, activer le verrou familial. Un verrou? Je n'en avais jamais entendu parler. Le piège se resserrait. Et moi, au centre, je dansais sur le fil. La tension montait comme une marée inexorable, submerge les élégantes façades de Paris d'une humidité oppressante qui collait les chemises à la peau et rendait les rues glissantes de promesses brisées. Octobre cédait la place à novembre, avec ses pluies froides qui tambourinaient sur les zincs des cafés, et moi, Amélie Dupont, je me surprenais à guetter les ombres dans les reflets des vitrines de la rue Saint-Honoré. Chaque pas était calculé, chaque sourire une arme, j'étais devenu une ombre de moi-même, hanté par le fantôme de la femme que j'avais été naïve, confiante, amoureuse. La vengeance, cette muse française si raffinée dans les romans de Dumas, s'avérait être une amante vorace, dévorant tout sur son passage, sommeil, appétit, humanité. L'audit progressait, révélant des abysses. Marie, avec son efficacité discrète et ses lunettes rondes, avait exhumé un réseau de sociétés écrans reliant Eurotech à des banques lituaniennes douteuses. C'est du blanchiment pur, Amélie, me murmura-t-elle un après-midi, dans la salle des archives, entourée de cartons poussiéreux qui sentaient le papier jauni et les secrets enfouis. Et Pierre signe tout. Je hochai la tête, feignant la surprise, mais intérieurement, je jubilais. Continuez, Marie. Mais prudence, si ça sort, c'est notre peau. Elle pâlit, mais acquiesça. Pauvre Marie, dans ma vie précédente, elle avait fini ruinée, accusée de complicité pour avoir osé parler. Jacques, sentant le vent tourner, contre-attaqua avec subtilité. Il m'invita à un déjeuner privé au Lamy Louis, ce bastion de la gastronomie où les puissants se confessent entre 2 plats de gigot d'agneau. Amélie, vous êtes comme une fille pour moi, commença-t-il, découpant sa viande avec une précision chirurgicale. Ses yeux, plissés par les ans, me jaugeaient. Mais ces rumeurs. Elles sentent la trahison interne. Je sirotai mon Sancerre, le vin frais comme une lame sur ma langue. Trahison? Ou simple vigilance, Jacques? Père m'a appris à ne rien laisser passer. Il tressaillit au nom d'Henri, un tic révélateur. Votre père était un homme dur. Trop, peut-être. Cette clause qu'il a laissée. Une relique d'un autre temps. Mon pouce accéléra. Il savait. Ou du moins, il flétait. La clause? Que entendez-vous par là, feignis-je l'ignorance. Il rit, un son caverneux. Oh, rien de précis. Juste des ragots d'archives. Mais si elle ressurgit, elle pourrait tout balayer. C'était une menace voilée, un avertissement, reculé, ou périssé. Je souris, piquant une olive. Paris adore les surprises, n'est-ce pas? Comme la tour Eiffel sous la neige. Nous rîmes, mais l'air crépitait de non-dit. Pierre, de son côté, sombrait dans la paranoïa. Nos rendez-vous devinrent des champs de mines émotionnelles. Lors d'une soirée au Moulin Rouge où ironie cruelle, ce temple des illusions, il me serra contre lui pendant le cancan, murmurant, « Amélie, si jamais on nous sépare. » Sa voix se brisa, et pour un instant, je faillis craquer. Était-ce de l'amour sincère, ou juste la peur du démasqué? Je le repoussai doucement, on ne se séparera pas. À moins que tu ne me caches quelque chose. Il jura que non, mais ses yeux fuyaient les miens. Plus tard, dans sa voiture garée près de la place Pigalle, il tenta de m'embrasser avec désespoir. Je le laissai faire, goûtant la sueur de sa peur, avant de murmurer, « Dis-moi la vérité, Pierre. » Sur Jacques. Il se figea, puis explosa, « C'est lui. » Il me force la main, me menace avec des dettes anciennes. Si tu savais. Je le laissai parler, enregistrant chaque mot.
Il accusa Jacques d'avoir initié le schéma offshore, de l'avoir piégé comme appât. Mensonge, bien sûr Pierre était le cerveau créatif, Jacques l'exécutant prudent. Mais ça suffisait, diviser, conquérir. Le lendemain, je glissai une copie édulcorée de l'audio à Jacques, anonymement, via un burner phone. Votre associé vous trahit. La guerre était déclarée. Les conséquences furent immédiates et délicieuses. Une dispute éclata au cabinet, voix tonitruante filtrant à travers les cloisons insonorisées. Traître, hurla Pierre. Ingrat, riposta Jacques. Je passai devant la porte, feignant l'étonnement, et Marie me glissa, ça sent le sang. Oui, ça puait la faim. Mais la controverse surgit quand je dus choisir, impliquer la police. Non, trop tôt ils s'en tireraient avec des avocats plus retors que moi. Au lieu, une décision qui me hanta, je falsifiai un document mineur, un mémo interne accusant Pierre d'une irrégularité isolée, pour le forcer à contre-attaquer sur Jacques. C'était illégal, immoral, une tache sur mon âme déjà noircie. Tu deviens me susurra mon reflet dans le métro, tard la nuit. Mais la rage étouffait la culpabilité. Pour venger mon sang, je souillai mes mains. La fusion patinait, les investisseurs nerveux. Lazare menaçait de se retirer, invoquant des risques réglementaires. Jacques, acculé, commit son premier faux pas, il tenta de me soudoyer. Un chèque de 500 000 € glissé dans une enveloppe, lors d'une consultation privée à son hôtel particulier du 16e. Pour votre silence, Amélie. Et pour l'avenir. Je le pris, le regard droit dans le sien. Merci, Jacques. Pour l'avenir. Il partit soulagé, je le détruisis et le scannai pour preuve. Pierre, lui, chercha refuge auprès de moi. Fuis avec moi, implora-t-il un soir, à genoux dans mon salon, la pluie martelant les fenêtres. À Nice, ou en Italie. Oublions tout. Son visage, ravagé par l'angoisse, ravivait des souvenirs doux au nourrir à Saint-Tropez, nos nuits folles. Je faillis céder, le serrer contre moi, pardonner. Au lieu, je dis, seulement si tu signes ça. Un faux aveu de culpabilité, que je lui fis apposer d'une main tremblante. Il pleura, je souris intérieurement. Le twist mineur arriva alors, le mail anonyme revint. La clause n'est pas ce que tu crois. Ton père avait un fils illégitime. Cherche. Mon monde vacilla. Un frère? Pierre? Non, impossible. Mais le doute s'insinua, poison lent. Je fouillai les archives personnelles de mon père, chez moi dans le Marais. Une lettre jaunie, Amélie, si tu lis ceci, c'est que le mal est là. Le verrou familial active une enquête par Interpol si activée. Mais protège-toi, Jacques n'est pas ce qu'il semble. Jacques? Mentor de père? Une trahison plus profonde encore. La nuit, je ne dormais plus. Paris, ma ville, me semblait hostile, les lumières des champs me narguaient, la scène charriait mes peurs. La vengeance m'isolait, Marie me fuyait, sentant le danger. Et Pierre, ce soir-là, me téléphona ivre, c'est fini, Amélie. Jacques c'est pour nous. Nous. Il croyait encore à l'amour. Le couperet tombait bientôt. Et avec lui, peut-être ma propre damnation. Décembre enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant les avenues en patinoires traîtresses où les piétons glissaient comme des âmes en peine. Les décorations de Noël scintillaient aux Galeries Lafayette, ironie mordante face à ma propre descente aux enfers. J'étais Amélie Dupont, autrefois lionne des tribunaux, désormais spectre vengeur hantant les couloirs de son propre cabinet, un fléau invisible qui empoisonnait l'air de suspicion. La fusion agonisait, saignée à blanc par les audits et les fuites, les actionnaires murmuraient, et au cœur de la tempête, Pierre et Jacques se déchiraient comme des amants jaloux, chacun pointant l'autre du doigt dans des mémos rageurs que je relayais discrètement. La révélation sur mon père me rongeait. Un fils illégitime? J'embauchai un privé, un ex-flic bourru nommé Moreau, via un contact au quai des Orfèvres. Discrétion absolue, insistai-je, glissant une enveloppe gonflée dans sa paume calleuse. Il grogna, Paris est petit, mademoiselle. Les secrets finissent toujours par suinter. 2 jours plus tard, un rapport laconique, Henri Dupont a eu une liaison en 1982 avec une assistante, Élise Laurent. Enfant, Pierre Laurent, né en 1983. Adoption fermée. Mon monde s'effondra. Pierre, mon frère? Le traître, le tueur, portait le sang de mon père? La clause.
Tout prenait sens. Jacques l'avait su, manipulant le fils prodigue pour accéder au pouvoir. Père avait caché ça pour me protéger ou par honte. Je confrontais Pierre ce soir-là, dans son loft, où les lumières de la ville filtraient comme des lames. Il était saoul, une bouteille de cognac entamée sur la table basse. Amélie. Qu'est-ce que tu sais, balbutia-t-il, les yeux rougis. Je lâchai la bombe, Élise Laurent. Ta mère. Et la mienne, en quelque sorte. Il se figea, puis rit un rire brisé, hystérique. Père. Il m'a abandonné. Jacques me l'a dit, m'a promis une place si je l'aidais à rééquilibrer les choses. Rééquilibrer, voler l'héritage, me briser pour qu'il règne. Tu m'as tué, Pierre. Pour ça? Les mots sortirent malgré moi, un cri primal. Il blêmit, quoi? Tu sais? La panique le submergea, il bondit, main tendue. Je reculai, saisissant un coupe-papier sur le bureau. Reste loin. La bagarre fut brève, animal, il me plaqua contre le mur, son souffle aigre de cognac, murmurant, c'était un accident, Amélie. Tu allais tout révéler. Frère contre sœur, sang contre sang. Je le repoussai, le coupe-papier entaillant son bras une estafilade superficielle, mais symbolique. Il hurla, du sang coulant sur son chemise blanche. Monstre, cracha-t-il. Je partis en trombe, laissant derrière moi le chaos. Jacques, sentant la tempête, tenta le tout pour le tout. Il m'invita à une réconciliation au Meurice, sous les lustres cristallins, avec vue sur les Tuileries enneigées. Amélie, unissons-nous contre Pierre. Il est le poison. Son sourire était un masque craquelé. Je jouais le jeu, dites-moi plus sur mon père. Sur Pierre. Il avoua tout, l'adoption secrète, la clause comme malédiction familiale, son rôle de confident d'Henri qu'il avait trahi en le déshéritant. J'ai agi pour la famille élargie, mentit-il. Je hochai la tête, signant mentalement son arrêt de mort. La décision controversée vint alors activer le verrou familial. Seul moi pouvais le faire, via un protocole notarié enfoui dans les archives. Ça déclencherait Interpol, gelant tous les actifs, exposant non seulement Pierre et Jacques, mais potentiellement des innocents en mari, les juniors, même des clients légitimes. C'est de la destruction mutuelle, me dis-je, les doigts tremblants sur le formulaire. Mais l'image de mon sang sur le parquet l'emporta. J'activai. À l'aube, des agents en civil débarquèrent au cabinet, perquisition tonitruante sous les yeux ébahis des secrétaires. Pierre m'appela en pleurs, traîtresse. Tu vas nous tuer tous. Jacques, plus calme, menaça, tu paieras, Amélie. La clause te consumera. Les arrestations suivirent, menottes au poignet de Pierre dans la salle du conseil, Jacques emmené en Mercedes banalisé. Les journaux titrèrent, scandale au cœur du droit parisien, 30 millions détournés. Je passai inaperçu, la veuve noire dans l'ombre. Mais le coût personnel fut exorbitant. Marie démissionna, me maudissant, vous nous avez tous sacrifiés. Les nuits étaient hantées par le visage de Pierre, ce frère maudit, hurlant sa douleur. Et moi? Libre, mais vide, errant les quais de la Seine, me demandant si la vengeance valait l'âme perdue. Le procès approchait, un cirque médiatique au palais de justice. J'allais témoigner, mais un doute persistait, et si la clause avait un dernier secret? Le printemps 2021 fleurit tard à Paris, avec une douceur trompeuse qui masquait les cicatrices de l'hiver, bourgeons timides sur les marronniers des champs, mais un froid tenace dans les cœurs brisés. Le procès de Pierre et Jacques s'ouvrit sous un ciel plombé, au palais de justice de l'île de la Cité, ce bastion gothique où la justice française, solennelle et impitoyable, rend ses oracles. J'y entrai comme témoin clé, tailleur noir austère, cheveux noués en chignon sévère, le cœur un nœud de serpent. Les flashs des photographes crépitaient comme des coups de feu, les titres du Figaro hurlaient, l'héritière contre les traîtres, vengeance ou justice. Les audiences furent un théâtre macabre. Jacques, en costume impeccable malgré les menottes, plaida l'innocence avec éloquence, accusant Pierre de solitaire cupide. Pierre, amaigri, les yeux caves, balaya, c'était son plan. Il m'a manipulé, comme il l'a fait avec Henri Dupont. Le nom de mon père fit sursauter la salle, l'avocat général, une femme acérée nommée Claire Moreau, aucun lien avec mon privé, exigea des éclaircissements. Je montai à la barre, jurant sur la Bible laïque de la République. Messieurs les juges, j'ai découvert la vérité trop tard dans un premier temps. Mais la clause du fondateur,
rédigé par mon père, était clair, traîtrise équivaut à ruine totale. Les preuves déferlèrent, audio, mais, virement tracé jusqu'au Caïman. Pierre craqua le 3e jour, avouant tout dans un flot de larmes, le meurtre un accident passionnel, ment-il, les fraudes, l'inceste inconscient de notre lien sanguin. La salle retint son souffle, je fixai le sol, Bill montant. Jacques, stoïque, nia jusqu'au bout, invoquant erreurs administratives. Mais le verrou familial avait parlé, Interpol avait gelé 40 millions, dont une partie reversée à des victimes de fraude financière, comme mon père l'avait voulu. Mon témoignage fut le clou, froide, factuel, je dépeignis leur duplicité, omettant ma propre falsification à un péché que je porterais seul. Ils m'ont trahi, non pour l'argent seul, mais pour effacer une lignée. Les juges hochèrent la tête, le public murmura. Dehors, des manifestants scandaient, justice pour Amélie, ou pourri du système, un mélange de ferveur et de haine qui me donna la nausée. Étais-je héroïne ou bourreau? Le twist final surgit le dernier jour, comme un Deus ex machina cruel. L'avocat de Jacques produisit une lettre d'Henri, authentifiée, à Jacques, mon ami, si le fils revient, protège-le. La clause est pour les étrangers. Mon père avait prévu Pierre, son remords tardif l'avait désigné héritier secret. Jacques n'était pas traître originel, il avait couvert pour la famille. Pierre, lui, avait perverti tout, tué sa sœur pour un trône volé. La salle explosa en débat, les juges ajournèrent. Pierre fut condamné à perpétuité pour meurtre et fraude à l'inceste aggravant, tonna le verdict. Jacques, à 20 ans ferme, brisé, vous avez trahi l'esprit de l'héritage. Il me regarda, yeux humides, pardonnez-moi, pour Henri. Je ne répondis pas. Libéré, je quittai Paris pour Deauville, la mère normande claquant comme un reproche. La clause activa le fonds caritatif de père, hôpitaux pour enfants, bourses pour juristes méritants. J'héritai du cabinet, rebaptisé Dupont et Associés, mais vide de sens. Marie revint, réconciliée, vous avez sauvé des vies, Amélie. Peut-être. Un soir, sur la plage, vent salé fouettant mon visage, je brûlai les lettres de père. La vengeance avait triomphé ou une fin heureuse, en surface, justice rendue, traître puni. Mais le twist me hantait, et si j'étais la vraie malédiction? Pierre, en cellule, m'écrivit, sœur, pardonne. C'était le sang qui appelait le sang. Je déchirai la lettre, mais les larmes vinrent. Paris m'appelait encore, avec ses lumières éternelles. Je rentrai, prête à reconstruire. Ou à sombrer. La vie, après la mort, n'offre pas de happy end net, juste un sursis, fragile comme un printemps parisien. Et moi, Amélie, je le saisis, l'âme au poing, ombre dans la lumière.